c'est dans le cadre de la 9e édition de la semaine de la langue italienne dans le monde, dont le thème cette année-ci est l'italien tra arte, scienza et technologie. L'italien, l'art, la science et la technologie. Donc nous on a parlé déjà de Galilée, et il y a 4 siècles, vous savez, Galilée aimait beaucoup faire de l'ironie et de l'humour. C'est pour cela que je me permets de dire qu'il y a 4 siècles, lorsque Galilée pointait pour la première fois sa lunette vers le ciel, il était loin, très loin d'imaginer que le ciel allait lui tomber sur la tête. Et c'est cette histoire, avec ces controverses, ces mauvaises foi, ces polémiques, que M. Racine, qui est professeur à l'Université de Strasbourg et médiéviste émérite, va nous conter, parce que c'est une histoire qui aussi dans la vie actuelle, non seulement de l'Église, mais aussi de tout le monde occidental, a beaucoup compté. Voilà, donc je vous laisse la parole. Nous allons changer complètement de cieux, si je puis dire, et nous allons tomber sur terre maintenant. Par ailleurs, ce que vous avez entendu quant aux planètes que Galilée a révélées au monde, ce n'est pas cela du tout qui a amené tellement d'interrogations de la part du Saint-Office. Je vais y revenir à travers cette fois-ci des textes que n'a pas utilisés Madame Acker. Vous verrez notamment à travers un texte qu'elle a simplement cité, Il Saggiatore, c'est-à-dire celui qui essaie, celui qui prouve. Et puis d'autre part, surtout, un dialogue célèbre sur les 2 systèmes du monde, que là, il y avait peut-être matière, justement, à inquiéter profondément l'Église. J'aurais voulu que le tableau que vous avez entre les mains puisse être projeté. Ça aurait été sans doute plus clair pour beaucoup d'entre vous. C'est un tableau d'un peintre qui n'a rien de particulièrement glorieux et célèbre, qui s'appelle Cristiano Banti, qui figure, je ne sais plus dans quel musée de Florence, et qui a été peint en 1857. Un tableau de grande taille, puisqu'il fait 1,6 m sur 1,40 m, donc c'est un tableau imposant, et qui représente justement Galilée devant ses juges. Et ce tableau, donc, a été exécuté bien après, bien sûr, le procès, et il montre bien la situation telle qu'on se l'est figurée pendant très longtemps à propos de Galilée et de sa situation par rapport au Saint-Office. Ce tableau, c'est le moine debout, et le moine qui se dresse et qui est le moine plus ou moins glorieux, qui se dresse devant ses juges. Devant ses juges, devant celui qui est debout, qui est le président du tribunal. Regardez bien qu'il s'agit d'un dominicain, vous verrez tout à l'heure pourquoi j'insiste sur ce côté. Et ce dominicain, nous le connaissons, il s'appelle Maculano, et il a 2 assistants. Il a 2 assistants, il y a une lumière qui entre par une fenêtre que nous ne voyons pas et qui illumine l'inquisiteur qui est debout et à côté d'un grand crucifix. Il a le doigt pointé, menaçant, cet inquisiteur, et puis il tient une page, et son doigt porte sur la page d'un livre. Ce livre, je vais y revenir, parce que c'est le livre qui a entraîné justement Galilée devant ses juges, c'est le fameux dialogue sur les 2 systèmes du monde. Ça, vous l'avez entendu il y a quelques instants, c'est le système de Copernic, et puis le système ancien d'Aristote et de Ptolémée. Et par ailleurs, il y a un autre papier qu'on aperçoit. Je pense personnellement que ce papier devait être
l'acte d'accusation. Regardez bien aussi les deux dominicains. Il y a le dominicain de gauche qui serre le col de son mantelet, et puis il y a celui de droite, plus ou moins sommeillant, plus ou moins surpris par le sommeil. Alors, ce tableau a été souvent interprété comme représentant les trois péchés capitaux de l'ignorance. Le fanatisme, dans la personne du président du tribunal, la crainte avec le dominicain qui se réfugie derrière son mantelet, et puis il y a la paresse avec le dominicain qui sommeille ou qui s'endort. Bon, voilà ce tableau. Et puis il y a le défi de Galilée qui est debout, qui a des traits encore jeunes, alors que nous savons qu'il était atteint d'arthrite notamment. Il est élégant, il regarde bien au-delà d'ailleurs de ce tribunal, il regarde un espèce de futur, si on peut dire, au-delà des juges. Voilà cette peinture qui me paraît être intéressante pour permettre justement un peu déjà de situer le problème historique auquel nous allons être confrontés. En fait, Galilée, qui était-il? Bien, Galilée, Madame Acker vous a présenté ses découvertes astronomiques. Mais Galilée a écrit, et ces écrits, nous les avons. Ce n'est pas un italien difficile, j'arrive à le lire. Donc, ça peut vous rassurer, c'est du toscan, pisan, hein, il est pisan à l'origine. Entre le dialecte pisan et le dialecte florentin, il y a quelques petites différences. Il y en a une notamment dans la prononciation. À Pise, on ne dit pas la casa pour la casa, et on ne aspire pas le C comme on le fait à Florence. Mais à part ça, c'est une bonne langue italienne, claire, et surtout, il y a dans le style de Galilée un mouvement qui recherche justement qui recherche plus particulièrement le fait de convaincre, plus particulièrement celui qui le lit ou celui qu'il voulait justement atteindre, et surtout, derrière le style de Galilée, ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est que Galilée, derrière toutes ces découvertes, Madame Acker nous les a données comme acquises, particulièrement d'une manière facile, semble-t-il. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est que les découvertes qu'il a faites, et il le dit dans ses écrits, dans ses lettres, dans l'ouvrage qui s'appelle Il Saggiatore, je vais y revenir, dans ce qu'il écrit, il montre son inquiétude par rapport justement aux connaissances qui étaient celles d'avant son temps. Cette inquiétude parce qu'il sent bien qu'il a des nouveautés à apporter, mais en plus il sait qu'il ne peut pas aller jusqu'où il aimerait justement pénétrer, et c'est justement ce que révèle bien ce que disait Madame Acker, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cet infini qu'était justement le monde qu'il découvrait, mais d'un monde aussi où il ne faut pas oublier qu'il a compris une chose que reprend ensuite chez nous Pascal, c'est que le monde est un monde qui ne peut se définir que par les mathématiques et qui ne peut se comprendre que par les mathématiques. C'est la découverte, autrement dit, de la mathématisation du monde, et ça c'est une autre découverte fondamentale de Galilée qui passe chez Descartes, qui passe chez Pascal et chez tous les savants qui ensuite sont arrivés, notamment Newton. Alors par là, voilà un personnage qui a été véritablement à la base
de ce que le grand philosophe Kant, à la fin du XVIIIe siècle, disait une révolution scientifique. Alors, comment est-on arrivé au procès de Galilée? Comment se fait-il qu'il ait été porté ainsi devant le Saint-Office? Alors, retenons d'abord que, au moment où Galilée est en train de faire ses découvertes, nous sommes dans le domaine de la religion catholique, dans un monde qui est en train de se transformer. Il y a eu, et ça a duré longtemps, il y a eu le Concile de Trente. Le Concile de Trente qui commence en 1548 et qui se termine en 1563. Pourquoi a-t-il été si long? Oh, pour une raison qui est très simple. C'est que le pape entendait le diriger, mais de son côté, Charles Quint voulait aussi y mettre le nez. Si bien que Charles Quint, puis Philippe II, ont en quelque sorte été face à face pour essayer d'imposer leur vue à travers ce concile. Nous avons l'habitude de parler d'une contre-réforme. J'emploierai jamais ce terme. Je vais parler de réforme catholique, car face à la réforme protestante, il fallait faire une réforme du catholicisme. Et ce terme de réforme, il traîne dans cette Église romaine depuis le Moyen-Âge. Il y a eu la fameuse réforme grégorienne, celle que nous appelons grégorienne. Et cette réforme grégorienne, bon, ben, elle commence autour de l'an 1000, puis elle s'achève en 1215 finalement, au fameux Concile de Latran. Le Concile de Latran a figé l'Église au Moyen-Âge. Et nous avons vécu sur une grande partie de ce que le Concile de Latran a voulu imposer. Quand on vous demande d'aller à la messe le jour de Pâques pour y faire la communion, quand on vous demande de vous confesser au moins une fois l'an, ben c'est le Concile du Latran qui l'a imposé. Et le Concile du Latran a voulu en quelque sorte faire la conclusion de ce qui était la réforme grégorienne. Seulement, on s'est aperçu très vite que finalement, la réforme n'avait pas été complète. Car en fait, la réforme, elle touchait la terre, les papes se sont dégagés des laïcs, et les élections pontificales se sont faites dans le système du conclave, pas toujours facilement, mais enfin ça, toujours est-il que ce n'était plus l'empereur qui imposait le pape. Et les gens d'église ont tenté de mettre leur propriété hors des mains des laïcs. C'est ça la réforme grégorienne. Mais malheureusement, elle n'a été que incomplète. Elle n'a touché que partiellement les mœurs des prêtres, elle n'a touché que partiellement les laïcs. Et alors on reparle en permanence de réforme. On en reparle surtout au moment du grand schisme. Et cette Église, elle est sur la défensive. C'est le moment où l'Église est en face de ce qu'on appelle des hérésies. Alors qu'est-ce que c'est qu'une hérésie? Hérésie, c'est un terme grec, airesis. Airesis, ça veut dire qu'on choisit. Ça veut dire qu'on n'accepte pas tout du dogme, car c'est surtout le dogme qui est en cause. Donc si vous refusez des aspects du dogme, vous êtes un hérétique. Et les hérésies se sont multipliées. L'Église a dû, pour venir à bout de certaines hérésies, créer la fameuse Inquisition. C'est l'Inquisition contre les Cathares, c'est l'Inquisition contre les Vaudois, c'est l'Inquisition ensuite qui va passer en Espagne contre les musulmans, plus particulièrement. Et l'Inquisition, l'Église a connu. Et cette Inquisition, elle se poursuit tout au long du XVIe siècle, tout au long justement de ce moment où l'Église se trouve en face de la réforme protestante. Et alors, face à la réforme protestante, il fallait à nouveau que l'Église
fasse sa propre réforme. Et c'est le sens du Concile de Trente. Et l'Église a dû au Concile de Trente prendre un certain nombre de décrets, en essayant d'ailleurs le plus souvent de pouvoir les faire échapper à la vision impériale, si je puis dire, la vision de Charles Quint d'abord, puis de son fils Philippe II, et d'autre part, à travers le Concile de Trente, c'est toute une réforme des mœurs, c'est toute une réforme d'autre part de ce qui était la défense de l'Église, et dans la défense de l'Église, il y a eu cette création d'abord de l'index, c'est-à-dire des livres qui étaient interdits de lire pour le public. On ne pouvait plus les empêcher d'être publiés à partir du moment où il y a eu l'imprimerie plus particulièrement. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Émulsion